Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les espaces productifs, la séquence 2 de géographie. La France est reliée à la mondialisation grâce à plusieurs domaines. Nous allons nous intéresser à 5 d'entre eux dans cette vidéo. Nous allons parler des chantiers de l'Atlantique, des vins de Bordeaux, du Mont-Saint-Michel, du Technopole Sophia Antipolis et de la Cosmetic Valley. Premièrement, les chantiers de l'Atlantique. C'est un acteur majeur dans la construction navale à Saint-Nazaire. En France, ces chantiers sont un exemple emblématique du savoir-faire industriel français exporté à l'échelle mondiale. Nous allons voir comment ces chantiers s'affirment comme un espace productif, compétitif, en abordant 3 aspects. Leur importance en tant que le plus grand chantier naval d'Europe, leur production diversifiée et leur compétitivité internationale. 1. Le plus grand chantier naval d'Europe. Les chantiers de l'Atlantique sont situés à Saint-Nazaire, sur la côte atlantique. La photo aérienne montre l'ampleur des installations, notamment le bassin A, qui peut être vidé ou rempli pour accueillir des navires gigantesques. Ces infrastructures permettent la construction de paquebots de croisière, parmi les plus grands au monde, comme le Harmony of the Seas. Cela souligne l'importance stratégique de Saint-Nazaire en tant que centre industriel majeur pour la construction de navires. 3. Un espace productif compétitif à l'échelle internationale. Avec plus de 150 ans d'histoire, les chantiers de l'Atlantique ont construit des paquebots emblématiques, tels que le Normandie et le Queen Mary II. Aujourd'hui, ils rivalisent avec les géants italiens, grâce à des innovations technologiques et une main-d'œuvre hautement qualifiée. Le Symphony of the Seas, livré récemment, illustre leur capacité à produire des navires gigantesques pour des clients internationaux. Le chiffre d'affaires lié à ces constructions pourrait atteindre plusieurs milliards d'euros, ce qui fait un acteur majeur sur le marché mondial. En conclusion, les chantiers de l'Atlantique témoignent de l'excellence du savoir-faire industriel français grâce à des infrastructures modernes, une production diversifiée et une compétitivité accrue. Ils jouent un rôle clé dans l'exportation de la technologie navale française et s'affirment comme un pilier de l'industrie mondiale de la construction navale. Maintenant, je vais vous parler des vins de Bordeaux, un produit emblématique de l'agriculture française qui illustre parfaitement l'intégration des régions agricoles au réseau de la mondialisation. Nous allons voir comment ces régions viticoles s'affirment à l'échelle mondiale grâce à la qualité de ces produits, l'exportation, le tourisme et l'œnotourisme. Ah, il faut choisir une bouteille de vin. Ah, celle-ci, elle a l'air bien. En plus, elle a un AOC qui vient du Médoc. 1. Garantie de la qualité. Les appellations d'origine contrôlée AOC. La région de Bordeaux est connue pour ses nombreuses AOC qui garantissent une qualité exceptionnelle des vins produits. La carte montre les différentes appellations comme le Médoc, le Saint-Émilion et les Graves, parmi d'autres. La région bordelaise compte plus de 50 appellations, représente environ 80% des vins rouges et 20% des vins blancs. Cette segmentation est un facteur clé dans la valorisation du vin sur les marchés internationaux. Les vendanges près de Saint-Émilion. La photographie illustre le travail dans les vignobles où les vendanges sont réalisées à la main, un symbole de tradition et de savoir-faire. Saint-Émilion est particulièrement célèbre pour ses vins prestigieux et son patrimoine inscrit à l'UNESCO. Le tourisme à Saint-Émilion. Le tourisme joue un rôle crucial. Saint-Émilion est une étape majeure sur la route des Grands Crus, qui est la route touristique de France qui traverse la partie la plus prestigieuse du vignoble de Bourgogne. Cette destination attire des milliers de visiteurs, attirés par la beauté des paysages viticoles,
et par les dégustations. Cela renforce l'attractivité mondiale des vins de Bordeaux. Développement de l'œnotourisme. Saint-Émilion se distingue également par son œnotourisme. Chaque année, environ 1,3 million de visiteurs explorent la région, attirés par les vins, mais aussi par son patrimoine culturel et historique. L'œnotourisme combine l'art de vivre français et l'attrait du vin, contribuant ainsi à l'économie locale et à la renommée internationale de Bordeaux. 5. Exporter la production. Un graphique montre que les vins de Bordeaux représentent 46% des vins français AOC exportés en 2018. Les principaux marchés sont la Chine, les États-Unis et plusieurs pays européens, comme le Royaume-Uni et l'Allemagne. Ces données illustrent la forte présence de Bordeaux sur les marchés internationaux. En conclusion, les vins de Bordeaux sont un exemple parfait de mondialisation réussie. Il s'appuie sur la qualité, le savoir-faire traditionnel, l'œnotourisme et une stratégie d'exportation efficace pour s'imposer comme un produit phare de l'agriculture française sur la scène mondiale. Maintenant, le Mont-Saint-Michel. Bonjour, alors moi du coup, comme vous pouvez le voir, je suis le Mont-Saint-Michel. Et ceux qui ne me croient pas, vous allez me croire. Moi je suis un site emblématique de la France et je suis classé au patrimoine de l'UNESCO. Tellement je suis connue que 2 régions se battent pour m'avoir. Je suis un lieu de pèlerinage historique et j'attire des millions de touristes. Bon, maintenant on va t'analyser. Mais non, je peux le faire toute seule. Je vais faire mon analyse toute seule, je me connais assez. Moi, je suis sur un îlot granitique. Je suis célèbre pour ma silhouette majestueuse et mon abbaye millénaire. Ah mais t'es vieille! Ah mais... Et alors on peut être jeune dans la tête. Autour de moi, il y a une baie qui est sujette à la sédimentation. Ce phénomène naturel a été accentué par les aménagements que les humains, là, ils avaient faits. Afin de préserver le caractère maritime de mon site, le plus beau, d'importants travaux ont été réalisés pour limiter les effets de la sédimentation. L'accès à moi a été modernisé grâce à de nouvelles infrastructures telles que le pont passerelle. Moi, je l'ai inauguré en 2014 et je sers à une expérience touristique plus respectueuse de l'environnement. Mais c'est moi l'élément principal de cette analyse, toi t'es qu'une passerelle, je te rappelle. Chaque année, il y a 3 millions de visiteurs qui viennent me voir. Et qui marche sur moi. Mon site compte 50 commerces, 9 bars et restaurants et 16 hôtels, faisant de ce lieu un moteur économique pour la région. Ces chiffres illustrent mon importance. Et la mienne, sans moi, t'es rien. Stop, laisse-moi parler en toute tranquillité. Bref, je sers non seulement pour le tourisme, mais aussi pour l'économie locale. Les gens m'aiment tellement que mes aménagements ont impliqué une collaboration entre collectivités territoriales, l'État ou des entreprises privées. Parmi les réalisations marquantes, j'ai noté la création d'un parking à l'extérieur afin de réduire l'impact des véhicules. J'en avais marre, toutes les voitures venaient à mes pieds. La mise en place de navettes écologiques, limitant la circulation motorisée dans les zones sensibles. Le barrage du Couesnon, inauguré en 2009, qui a permis de limiter la sédimentation et de rétablir mon aspect maritime. Depuis les années 1990, des efforts considérables ont été déployés pour me rénover et me protéger. Ces initiatives servent à restaurer le caractère naturel de la baie pour qu'elle retrouve son état d'origine. Réduire la pression touristique sur moi grâce à des infrastructures en périphérie. Depuis les années 90, des efforts considérables ont été déployés pour me rénover et me protéger. Ces initiatives servent à restaurer le caractère naturel de la baie pour qu'elle retrouve son état d'origine et réduire la pression touristique sur moi grâce à des infrastructures en périphérie.
Ces aménagements s'inscrivent dans une stratégie de développement durable, avec un horizon fixé à 2040 pour renforcer encore davantage la résilience environnementale du Mont. En conclusion, le Mont Saint-Michel est un exemple remarquable de gestion durable d'un site touristique. Les efforts réalisés ont permis de concilier l'attractivité touristique avec la préservation de cet héritage naturel et historique. C'est un modèle à suivre pour d'autres sites confrontés aux mêmes défis. Bonjour à tous. Maintenant, je vais vous présenter Sophia Antipolis, un technopole situé en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fondée en 1969, conçue comme une ville de la science, de la sagesse, Sophia Antipolis s'est imposée comme un lieu emblématique de l'innovation de la haute technologie en France. Nous allons examiner son développement, ses atouts et les défis auxquels il fait face pour rester compétitif. Sophia Antipolis est implantée sur un territoire entre mer et montagne, à proximité de Nice. Cette localisation attire des entreprises nationales et internationales grâce à sa connectivité, avec des infrastructures comme l'aéroport de Nice. Ce technopole accueille plus de 2500 entreprises dans des secteurs variés: intelligence artificielle, sciences de la vie, télécommunications et énergie renouvelable. C'est un véritable écosystème d'innovation. Ce technopole est implanté au cœur d'un parc naturel protégé, offrant un cadre de vie exceptionnel. Ce choix favorise une symbiose entre le développement technologique et la préservation de la nature. Les infrastructures sont pensées pour allier vie professionnelle et personnelle, renforçant son attractivité pour des talents du monde entier. Maintenant, nous allons voir un employé dans la technopole Sophia Antipolis. Bonjour Madame Catherine. Bonjour monsieur. Donc vous travaillez à Sophia Antipolis. Oui, c'est bien ça. Bon, nous allons commencer les questions. D'après vous, Sophia Antipolis génère-t-elle beaucoup d'argent? Oui, j'ai entendu qu'elle générait environ 16,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, ce qui reflète totalement son poids économique majeur. Combien d'écoles a-t-elle? Il me semble qu'elle abrite 5 grandes écoles, des laboratoires de recherche et des centres d'innovation qui collaborent pour repousser les frontières technologiques. Saviez-vous que Sophia Antipolis est un pilier pour l'emploi local et national? Elle compte 38 000 emplois. Non, mais c'est énorme! Est-ce que c'est facile de circuler à Sophia Antipolis? Non, il y a très peu d'infrastructures pour améliorer la mobilité. Tout le monde se déplace en voiture car les trottoirs sont presque inexistants. Aux heures de pointe, le matin pour aller travailler et le soir pour repartir chez soi, il y a toujours des bouchons. La population de Sophia Antipolis est croissante. Il faudrait de nouvelles infrastructures pour répondre aux besoins des habitants. Il y a un dynamisme urbain important, des loisirs comme en ville? Non, il y a clairement un manque de dynamisme urbain. L'offre en loisirs et en commerce pour les habitants reste limitée, ce qui freine l'attrait total de Sophia Antipolis en tant que ville technologique complète. Sophia Antipolis contient-elle des zones résidentielles? Oui, par exemple celle du Haut-Sartou, où se mêlent tradition provençale et modernité. Cette approche vise à harmoniser les besoins des entreprises avec ceux des habitants, ce qui offre une qualité de vie exceptionnelle. Merci beaucoup madame pour nous avoir prêté votre temps. Au revoir. Maintenant, la Cosmetic Valley. La Cosmetic Valley s'étend sur plusieurs départements français, avec une forte concentration autour de Chartres. Elle est bien connectée aux grandes infrastructures, notamment les aéroports et les principaux axes routiers et ferroviaires. Elle abrite des entreprises renommées comme LVMH, qui contient Louis Vuitton, Chanel et Guerlain. Ce territoire tire parti
de sa proximité avec Paris pour faciliter les échanges internationaux et son réseau est complété par des ports et des aéroports pour l'exportation. L'initiative est née en 1994 pour répondre à un manque dans le domaine du packaging cosmétique. Cette réponse a un besoin concret et a permis de structurer une association entre les entreprises locales, les collectivités et les acteurs de la recherche. Aujourd'hui, la Cosmetic Valley est un modèle d'innovation collaborative où les entreprises bénéficient d'une mutualisation des ressources et des compétences. Elle regroupe 18% des entreprises françaises du secteur parfumerie cosmétique, avec 246 000 emplois. Elle est également un centre de recherche important avec 9 universités, 220 laboratoires publics et 8200 chercheurs. Cela témoigne d'un dynamisme scientifique au service de l'industrie. La formation est un pilier essentiel avec 98 000 étudiants répartis sur 15 établissements en formation. Guerlain a installé une usine à Chartres, surnommée La Ruche, qui incarne une approche durable et innovante. Les principes de conception biomimétrique y sont appliqués pour réduire l'impact environnemental. L'usine mise sur la gestion des déchets, la réduction des consommations d'énergie et l'optimisation des procédés de fabrication. Elle s'inscrit dans une démarche éco-responsable qui s'aligne avec les attentes contemporaines en matière de développement durable. Les produits issus de la Cosmetic Valley, comme les parfums Dior, sont des symboles de luxe français à l'échelle mondiale. Une affiche publicitaire à l'aéroport international de Shanghai illustre bien cet attrait du Made in France dans l'industrie cosmétique. Cela participe au rayonnement de l'expertise française et à la compétitivité du pays dans le secteur du luxe. En conclusion, la Cosmetic Valley est un exemple de réussite territoriale et économique. En associant innovation, recherche et développement durable, elle s'est imposée comme un acteur incontournable de l'industrie cosmétique mondiale. Ce pôle de compétitivité renforce non seulement l'économie locale, mais aussi l'image de la France sur la scène internationale. Pour finir, on va résumer tout ça. La France possède de nombreux espaces productifs variés. Elle possède un espace de production industrielle avec les chantiers de l'Atlantique qui produisent et exportent des paquebots de croisière dans le monde entier. Un espace de production agricole, le Bordelais, qui est réputé pour ses vins dont la qualité est garantie par les AOC. Un espace touristique avec la baie du Mont-Saint-Michel, avec des aménagements touristiques respectueux de l'environnement. Un technopole Sophia Antipolis qui est une association de la recherche, de l'enseignement et des entreprises. Un pôle de compétitivité dans le domaine de la cosmétique, la Cosmetic Valley. Des choses à retenir. Il faut retenir que 78% des Français travaillent dans le domaine des services et que la croissance de cette activité se nomme la tertiarisation de l'économie. La France est reconnue comme première puissance mondiale du tourisme du monde grâce au riche patrimoine culturel dû au fait que la France est située sur ce qu'on appelle le vieux continent et à ses infrastructures nombreuses. Maintenant, le plus dur, les définitions. Un espace productif est un espace aménagé et mis en valeur pour une activité économique. La mondialisation est l'ensemble des échanges et relations entre les pays du monde. L'agriculture intensive ou productiviste est la production dont le but est d'obtenir des rendements très élevés. Ce type d'agriculture utilise beaucoup d'engrais et de produits phytosanitaires. Le contraire de cette agriculture est l'agriculture extensive. L'agriculture biologique est la production basée sur le respect de l'environnement. Dans cette agriculture, les produits chimiques et les engrais sont interdits. Les industries agroalimentaires ou IA sont des industries qui transforment les produits agricoles en produits finis prêts à être expédiés et vendus. Une reconversion est un changement d'activité. Un technopole est un parc d'activités de haute technologie associé à des centres d'intérêt et d'enseignement supérieur.
Les industries à haute technologie sont les industries de pointe dans les domaines de l'information et de la communication, de l'aérospatiale et des biotechnologies. Un pôle de compétitivité est un regroupement sur un même territoire d'entreprises, de centres de recherche encouragés par l'État pour élaborer des projets innovants. Le service est la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle. Elle est utile aux personnes et aux entreprises. Une aire urbaine est un espace constitué du pôle urbain et de la couronne périurbaine. Le tourisme est le déplacement de loisirs qui entraîne un changement temporaire de résidence. La tertiarisation est la transformation de l'économie vers les activités de services et de recherche.